Moi, je trouve que la démocratie, ça n'existe pas. C'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas aller vers, entre guillemets, ce qu'on appelle le suffrage universel, aller voter, et ceux qui ont voté représentent juste que 10%. Je suis désolé, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, ce n'est pas du tout de la démocracie. Je prends l'exemple du président Macky Sall, comment il a été élu. Bah, il y a que, si je ne me trompe pas, en tout cas, les fact-checkers vont aller voir, il y a eu que 12% des Sénégalais. Pas les Sénégalais. 12% de ceux qui ont voté. Et je pense que ceux qui ont voté étaient entre 4 et 5 millions. 12% de ces 4-5 millions qui ont voté au premier tour pour le président Macky Sall. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, le président Macky Sall, en vrai, il y a eu que 12% des 4 millions. Vous savez, malheureusement, c'est ça le problème du Sénégal. Il n'y a pas de chiffres. Donc, c'est pour cela, je prends des trucs un peu partout et j'essaie de prendre la moyenne. 4-5 millions. Donc, c'est 12% de 4-5 millions. Sur 17 millions. Sur 17 millions qui ont voté pour le président qui est dirige en ce moment. Et ça, vous l'appelez démocratie. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est pas du tout de la démocratie. Et par rapport à cette historique de la démocratie, on n'a pas le temps, certes, d'en parler avec d'où est-ce que c'est venu, de la Grèce, comment les gens faisaient, en fait, comment ils pratiquaient cette démocratie-là. Mais juste pour vous dire que ce qu'on vit là en ce moment, ce n'est pas une crise de la démocratie, mais c'est une crise d'une pseudo-démocratie. Et moi, je trouve que, en fait, je suis quelqu'un qui n'y croit pas à cette pseudo-démocratie. Et moi, je trouve qu'il faut aller vers d'autres perspectives. Peut-être, il y a une démocratie qui est un peu intéressante, qui est la démocratie suisse, que je trouve assez intéressante, parce qu'au moins là-bas, il y a à chaque fois, ou bien de temps en temps, des référendums. Au moins là, le citoyen en fait participe et le citoyen en vrai avec la perspective des subdivisions, quoi. Exactement. Justement, le bénéfice d'une démocratie grecque où on prenait plus ou moins du tirage au sort, tout ça, c'était la taille. Exactement. C'était la taille. Et je vous dis une chose, l'un des aspects de la démocratie qui n'est pas du tout bon, c'est de venir se présenter. Je sais que beaucoup de gens me disent, mais attends, si la personne ne vient pas se présenter, qu'est-ce qu'il y a à diriger? Bah, on va tirer au sort, comme vous l'avez dit. Ou bien on va directement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, je prends un exemple, une certaine personne a telle valeur, a telle connaissance pour pouvoir diriger. Donc on va le mettre devant pour qu'il puisse diriger. Donc je pense que ça c'est l'une des problématiques aussi de la démocratie, avec la personne qui vient se... L'aspect représentatif de la démocratie. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui la démocratie représentative. Ici, on revient aussi un peu à l'histoire de nos pays actuels, exemple le Sénégal. Abdelkader Khan, qu'on connaît, Almami, du Fouta Toro, a refusé de la révolution Toro. A refusé, dans un premier temps, d'être Almami. Effectivement. Il a été presque confronté à des tests. Parfaitement. Et un possible jeu intéressant que j'incite les gens à aller voir pour pouvoir accepter cette lourdeur. Celui qui a mené la révolution n'a jamais été allemand. Exactement. Ça, c'est autre chose. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas aussi s'interroger sur peut-être une inspiration historique de la gestion de nos cités? Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de ce qui s'est passé et aujourd'hui l'adapter à ce qui se passe? Moi, je trouve que c'est très intéressant. En fait, même, je suis très content que vous ayez cité Abdelkader Almami, Abdelkader Khan, comment on appelle ça, Thierno Souleymane Ba, la révolution Toro. Beaucoup de
beaucoup d'Occidentaux ont écrit sur ça et ils se sont dit que cette démocratie était même meilleure que la démocratie grecque et perse. Donc, nous avons quelque chose au Sénégal qu'il faut impérativement savoir et qu'il faut impérativement écrire et qu'il faut impérativement appliquer pour qu'on puisse aller vers de nouveaux horizons. Et comment on appelle ça encore? Bon, ça aussi, ça revient malheureusement à la logique d'être ah là là, il y a le mot qui m'échappe là, d'être complexé. L'Africain, le Sénégalais particulièrement, est extrêmement, tellement, complètement et carrément complexé. Et ça, c'est l'une des premières choses à éradiquer en vrai dans notre société. Pour pouvoir mettre en place une démocratie digne du nom, une démocratie, parce que moi je pense que le Sénégal peut être un pays avec les autres pays de la sous-région, parce que 17 millions c'est rien du tout, et 363 millions c'est quelque chose, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Et donc je pense que nous pouvons être un moteur de développement du monde. Et ça commence par ça, par bâtir une bonne base, entre guillemets, politique, une bonne base économique, ça, on va par rapport à la monnaie, et une bonne base spirituelle. Au niveau de tous les empires qui ont existé dans le monde, tous les empires, c'est de ces trois aspects-là sont oui, un aspect important. Oui, un aspect important. Le Sénégal est pris à titre d'exemple, mais l'espace, on va dire, sénégambien ou bien l'espace de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui a été à un moment pas un centre du monde, mais un pilier d'où le monde change. Par exemple, on parle du pèlerinage de Kankamoussa, de l'Empire du Mali, qui perturbe toute une économie en distribuant de l'or un peu partout. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que même la trajectoire historique africaine en général nous montre que le fédéralisme ou bien la mutualisation des efforts est le meilleur moyen d'accéder à quelque chose de plus grand. Et cette mutualisation, elle se fait par rapport à des aspects très sociologiques, très sociaux, anthropologiques, on va dire. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest a bien parti d'un empire très florissant. L'Empire du Mali a montré beaucoup d'inventions, ou bien beaucoup d'innovations, que ce soit sur la question des droits humains, sur la question du droit même environnemental. Donc, il y a lieu peut-être de réveiller cette pensée qui puisse permettre à nos jeunes, ou bien à nos pays, ou à nos États en général, de tendre vers un idéal un peu plus florissant. Non, c'est ça. Il faut que l'on mette de côté ce joug blanc. Ouais, j'allais même le citer, hein. J'allais même le citer, Cheikh Anta Diop, qui pour moi est l'un des plus grands penseurs du monde, à mon avis. En tout cas, dans notre espace, par rapport à une émancipation de l'intelligentsia africaine. Donc, ce qu'il disait dans une de ses conférences au Niger, lorsque les gens lui posaient, bon, au passage encore, je remercie Mohamed Bachir Diané qui m'avait passé, mon ami là, je lui fais un peu de coucou, qui m'avait passé ce documentaire assez extrêmement intéressant, qui était difficile d'accès quand même, Lorsqu'il était dans une conférence au Niger et qu'on lui posait des questions, il a répondu, en vrai, toutes les questions que vous venez de me poser ne veulent dire qu'une chose. Quand est-ce que l'homme blanc, quand est-ce que le blanc acceptera ce que vous dites? Et il dit, ça c'est une réplique de notre âme. Et il a expliqué aussi en même temps
ce que l'intelligence africaine est devenue, c'est-à-dire avec l'exemple de l'esclave qui part jusqu'au niveau de la porte, qui ne sait pas, on lui ouvre la porte, qui ne sait pas là où il va, et qu'il revienne vers son maître, parce qu'il ne sait plus là où il va. Il a perdu, comment on appelle ça, sa liberté entre guillemets. Parce qu'il développe des réflexes de subordination. Voilà, effectivement, il développe des réflexes de subordination. Il ne sait pas là où il va. Et donc, ça, encore une fois, c'est un repli de notre âme que nous devons éradiquer. Et je vous assure, peut-être qu'on en reparlera à travers un exemple lorsqu'on sera dans l'aspect peut-être entrepreneurial, s'il y en a, de cette problématique du culte de l'homme blanc. Cette appréhension-là. Allons-y, allons les voir, les hommes blancs. Le conflit généralisé russo-ukrainien. Quelle lecture vous en faites? Quelle place on a? Comme quelle place l'Afrique a dans ce... quelle place l'Afrique devrait jouer? On ne sait pas. Parce qu'on s'est rendu compte que le président de notre union, ou de notre pseudo-union, est allé voir, alors qu'il a 60 millions de terres arabes, un pays qui fait 17 millions de kilomètres carrés, pour leur demander justement de voir comment est-ce qu'il faut faire pour que la crise n'affecte pas le continent africain sur le niveau alimentaire. Donc on a 60 millions de kilomètres carrés de terres arables et que la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés. Et donc quels sont les enjeux de ce conflit en termes généralisés et quelles sont aussi les places ou les enjeux pour l'Afrique aujourd'hui? Bon, avant de parler de l'Afrique, je vais parler du conflit et on va revenir à l'Afrique. J'aime trop le temps passer du grand au petit. Par rapport à ce conflit-là, déjà, malheureusement, c'est une instrumentalisation des Occidentaux parce que le monde était dans une crise économique sans fin et il fallait créer une guerre. Il fallait créer une guerre pour pouvoir dépenser de l'argent, pour pouvoir faire de la planche à billets, pour pouvoir encore faire de l'argent ex nihilo. Faire tourner les industries d'armement. C'est ça, faire tourner. En tout cas, sur toute l'histoire, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Faire tourner les industries d'armement. Et donc, du coup, malheureusement, en fait, ce ne sont que les populations qui en souffrent. Et donc, moi, ce conflit-là, c'est juste comme ça. C'est parce qu'en fait, ils veulent en même temps anéantir la Russie. Et l'Ukraine n'est qu'une marionnette. Le théâtre des opérations. Voilà, n'est que le théâtre des opérations, malheureusement. Ce que les stratèges appellent une guerre par procuration. Exactement, c'est une guerre par procuration, c'est exactement ça. Et ça fait mal, mais aussi en même temps, parce que pourquoi? Parce que l'Ukraine est une zone extrêmement stratégique. Ça se trouve au milieu de l'Eurasie. Et bon, d'habitude, comme ce qu'avait dit aussi le grand Zbigniew Brzezinski, qui avait dit que si les États-Unis déstabilisaient cette zone, ils déstabiliseront en fait la Russie, mais aussi ils pourront en fait avoir le monopole entre guillemets du continent eurasiatique. C'est ce qui revient aux deux penseurs-là, Alfred Mackinder et Spikeman, qui parlaient justement de cette théorie du Heartland. Et ça revient aussi à cet espace des 17 millions de kilomètres carrés de la Russie, de cette Eurasie-là. Parce que quand on parle aussi de l'Ukraine, il faut aussi faire attention à cette thématique-là. L'Ukraine et la Russie ne sont pas des territoires très différents. Durant la Seconde Guerre mondiale, même Odessa fait partie des villes que les Allemands étaient censés prendre. Donc il faut faire attention à cette thématique-là. C'est peut-être plus ou moins une guerre entre frères. Mais la théorie du Heartland et du Rimland, aujourd'hui, c'est accès aux mers chaudes qui fait qu'aujourd'hui l'Ukraine devient la porte d'entrée vers la mer Méditerranée. Ça, c'est un peu géographique, il faudra mettre la carte pour comprendre. Mais c'est cet aspect-là, parce que la Russie a une certaine profondeur stratégique. Exactement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et qui fait aujourd'hui que c'est une zone à contrôler. Comment est-ce qu'on la contrôle? Comment est-ce qu'on contrôle son influence? Ça revient à plusieurs concepts, plusieurs oppositions, que ce soit théorique ou pratique.
des relations internationales ou de la géopolitique actuelle. Voilà. En tout cas, je rajoute une chose, l'un des aspects aussi, c'est il y a le Nord Stream, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, qui dans le seul pays qui est obligatoire, le Nord Stream passe obligatoirement en Ukraine. Et ça aussi, c'est un aspect extrêmement important dans la création, entre guillemets, de cette guerre-là. Parce que il suffit juste de couper les Nord Stream, parce que je peux faire peut-être un peu l'historique du Nord Stream, parce que les États-Unis n'ont jamais été d'accord avec l'Allemagne pour la construction de ce pipeline, bien de ce gazoduc, je vois, de ce gazoduc même, je m'excuse du terme, c'est pas un pipeline, donc de ce gazoduc. Et donc, les États-Unis devaient trouver aussi un moyen, soit pour exploser ce Nord Stream là, bon, ce qui a été fait, même si bon, nos médias mainstream nous disent que c'est Poutine qui l'a fait. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, c'est ma lecture. Et donc, c'est bénéfique pour les États-Unis parce qu'ils sont en train de déstabiliser cette zone-là. Et ils vont prendre en main, peut-être d'ici peu de temps, parce que bon, il faut le dire aussi, la Russie est en train de subir, entre guillemets, une défaite. En vrai, ils sont en train de subir une défaite. En fait, c'est une défaite au niveau de la guerre, mais une victoire économique. Maintenant, ça, je laisse ça aux stratégies de guerre qui sont beaucoup plus à expliquer de manière beaucoup plus simple, ça. Mais c'est exactement ça. Et comment on appelle ça encore? Je pense que cette crise-là, cette guerre-là, encore une fois, je le dis, c'est parce que c'est pour dire quoi? L'aspect économique, parce que l'aspect économique est très important dans cette guerre-là. C'est parce qu'en 2019, en septembre 2019, il y avait une crise qui se sentait. Et après septembre 2019, non, je me trompe, septembre 2020. Et bizarrement, le Covid arrive. Et l'économie ne marche plus. Et il y a la planche à billets qui se fait. Et cette planche à billets là a toujours une conséquence dans l'économie. Cette planche à billets qui est faite au niveau de l'économie a toujours aussi des conséquences. Parce que ça a des conséquences inflationnistes. Et ces conséquences inflationnistes, pour que cette crise, entre guillemets, soit maquillée, il fallait dire que nous sommes dans une crise à cause du méchant Poutine. Alors que la crise, c'était avant, alors que la crise, c'était avant tout ce qui va avec... Il y a la question de la propagande dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est Clausewitz qui disait, en parlant de la guerre, en disant que c'est la continuation juste de la politique. C'est pas d'autres moyens. Et donc, ça revient un peu à cette question-là du Nord Stream. Et le Nord Stream n'est que l'aspect pratique de l'accès à la mer. Parce que l'accès à la mer permet aujourd'hui à la Russie d'avoir cette floraison économique à laquelle il faut vraiment faire attention. Mais comme vous dites, les stratèges de la guerre vont nous dire c'est quoi, mais on se rend compte de plus en plus que la guerre ne s'est pas passée comme prévu. On va essayer de passer en relation entre la Chine et les États-Unis. Une autre position intéressante qu'on appelle très souvent le piège de Thucydide. La question du leader et de son challenger, ou je ne sais pas qui est le leader, qui est le challenger, la discussion est large sur ça. Personnellement, moi je pense que. Bon, après, je vais un peu digresser en parlant un peu de Taïwan aussi. Après. On peut. Je trouve que la Chine ne peut pas être un leader. Pour être un leader, il faut que vous pouviez faire la guerre et gagner la guerre au niveau de tous les États. L'armée américaine a 800 bases militaires. 800 bases militaires dans le monde. Et qui maîtrise la logistique gagne la guerre. Donc la Chine est loin derrière.
et sans, entre guillemets, aucune expérience militaire, entre guillemets. Bon, comparé aux États-Unis avec leur flop au Vietnam, leur flop du XXIe siècle en Irak et en Afghanistan. Donc du coup, comment on appelle ça? La Chine, à mon avis, ne va pas être un leader mondial. Moi, je trouve qu'on assistera dans peu de temps à une chute de la Chine. Ce qui est contraire aux perspectives que l'on entend au niveau des médias et autres. Moi, je pense que la Chine va bientôt retourner dans ce qu'il y a. Et même pour revenir, parce que les gens parlent aussi, parce qu'ils disent que la Chine aussi est, comment on appelle ça, est néocolonialiste. Et la Chine, effectivement, c'est vrai, la Chine a une politique, la Chine en vrai a une politique de dette. Parce qu'ils asservissent les peuples à travers la dette. Que ce soit au niveau de la RDC, vous avez l'exemple du Monténégro, comment ils ont fait pour prendre le port de Monténégro. Sri Lanka. Tu vois, voilà l'aspect du Sri Lanka avec la révolte qu'il y a eu. Mais à mon avis, la Chine ne part. Je considère la Chine pas comme en fait la politique de la France, des Britanniques, des États-Unis. Je trouve que la Chine en fait est juste un agresseur. Un agresseur qui va bientôt avoir sa fin. Pourquoi? Parce que la Chine n'a pas une logique d'unification, n'a pas une logique d'expansion. Moi, je n'y crois pas lorsque les gens disent que la Chine veut s'expanser, la Chine veut ça. Non, moi je n'y crois pas. Vous savez pourquoi? Parce que tous les empires qui ont été dans une logique d'expansion, qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'Empire romain, l'Empire, comment on appelle ça? L'Empire ottoman, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Les ambitions hégémoniques, on va dire ça comme ça. Les ambitions hégémoniques impérialistes. Vous savez, ils ont un aspect important. Ils ont un aspect important qu'ils ont en commun. Et vous savez, c'est quoi? C'est qu'en fait, eux tous ont un livre. Soit c'était des chrétiens, des protestants, des catholiques, des protestants, des musulmans. Donc en vrai, ils ont dans leur livre, il y a toujours en fait une communauté que l'on doit agrandir entre guillemets. Et donc c'est pour cela qu'ils ont toujours aussi cette vision de s'émanciper. De l'espace vital. Exactement. Vous avez vu même l'exemple en fait de lorsque les blancs, les Européens étaient venus en Afrique, ils utilisaient en fait le message entre guillemets biblique. Et l'Empire ottoman faisait la même chose. L'Empire ottoman faisait la même chose avec l'islam. Et donc, moi je pense que la Chine n'est pas dans cette logique-là parce qu'eux ils sont dans le taoïsme et ils sont un peu dans le bouddhisme qui n'est pas dans cette logique-là. Et je pense que c'est un aspect aussi important qu'il faut tenir en compte. Et le fait qu'ils ont avec du moins le Chine, c'est-à-dire le Xin, c'est une dynastie qui avait entamé en fait la construction, avec la construction de la Grande Muraille. C'est pour montrer en fait que la Chine va être juste comment on appelle ça, être canalisée ici, et que c'est pour cela même dans le jargon ils disent nous sommes les Chinois, les autres sont des aborigènes, tu vois, sont des aborigènes, et ça me permet de faire une transition vers le Taïwan. Parce que le Taïwan, pour le comprendre, l'aspect du problème du Taïwan et de la Chine, pour le comprendre, bon déjà le Taïwan, on reconnaît pas le Taïwan. Il n'y a que 13 États, maintenant 12 États qui reconnaissent le Taïwan, parce que l'Honduras est sorti il y a peu de temps, comment on appelle ça, de ces États-là qui le reconnaissaient, mais on le reconnaît comme la République populaire de Chine, RPC. Ou bien, CPR China, bref, CPR du China, bref. Donc, en fait, comment on appelle ça, ils étaient des aborigènes, d'abord, en premier.
il faisait entre guillemets partie de la Chine. Et après, il y a eu une guerre entre le Japon et la Chine. Et le Japon a repris les terres en 1862, si je ne me trompe pas. Et après 1862, en 1949, avec la chute du Japon, le Japon a laissé, en 1945 du moins, le Japon a laissé le Taïwan. Et c'est après, en Chine, en parallèlement, qu'il y a eu en fait une opposition entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong. Et Mao Zedong a eu à gagner en fait cette opposition-là. Et qui a en fait, bon, j'ai pas dit au début, en fait, on l'appelait Formose parce qu'il y avait les Hollandais qui étaient d'abord là-bas avant les perspectives de la Chine et tout. Donc, Chiang Kai-shek est parti de. Se réfugier au Taïwan en vigueur. Et ex-Formose ou République populaire de Chine. Et lorsque les Japonais sont partis, Chiang Kai-shek a pris le Taïwan et a dirigé Taïwan. Et donc, c'est pour cela, cette problématique-là, elle est beaucoup plus historique. Elle est beaucoup plus historique. Et je pense qu'il faudra y faire avec tact, mais aussi en même temps savoir que le Taïwan, je veux dire, c'est le sous-fifre des États-Unis. Parce que qui est-ce qui a amené Chiang Kai-shek en RDC ou bien au Taïwan? C'est des navires américains avec 2 millions de soldats. Donc, il y a un aspect géopolitique derrière, mais aussi l'effondrement du Taïwan ou bien la déstabilisation du Taïwan n'arrange aucun pays dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est au Taïwan qu'on fabrique tout ce qui est microcontrôleur, tout ce qui est matériel électronique, microprocesseurs et autres. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Vos caméras sont faites par ça. Les téléphones, toute notre vie, c'est 60% viennent de Taïwan, 40% à la RDC. Et on sait que la Chine a une mainmise à la RDC aussi. C'est un autre problème. Et donc, si un conflit se passe entre la Chine et les États-Unis à travers Taïwan, on aura naturellement ce qui se fait déjà même beaucoup plus tendu. La Russie et la Chine, bon, les BRICS de manière générale, contre les États-Unis. Et là, il y aura, je pense, des manipulations dans tout ce qui est matériel électronique. Et peut-être on peut aller à un effondrement de la technologie. Passons à la mondialisation, entre guillemets encore. On va dire l'importation de l'inflation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez répondu si vous aviez la possibilité de répondre à William Easterly, qui disait que les pays pauvres sont condamnés, qui demandait si les pays pauvres seraient condamnés à le rester. Si on parle aujourd'hui de ces institutions de Bretton Woods, de ce système des Nations Unies. Vous savez, moi, bon, on me connaît comme ça, je suis quelqu'un qui est purement, totalement, carrément contre tout ce qui est Nations Unies. Tout ce qui vient de Hampshire, c'est-à-dire que c'est la ville où Bretton Woods se trouve à Hampshire. Donc, je suis contre le Fonds monétaire international, contre les Nations Unies. Je ne suis pas contre l'idée, mais contre comment ça a été mis en place et ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont tous manipulés par le grand géant américain. Donc, je suis contre les FMI, Nations Unies, OMS. Bon, lorsque je parle de Nations Unies, c'est OMS. Et donc, du coup, je pense que c'est par rapport à l'inflation, pour en parler,
Je pense qu'il serait mieux de débuter par le système monétaire pour après D'où la question de l'inflation. sur l'inflation. D'où la question de l'inflation. Ah, d'accord, parfait. L'inflation, je dirais, c'est un sujet extrêmement important et c'est même pour cela que j'ai écrit une partie du livre, un thème du livre, je pense qu'il est le plus long, qui parle de l'inflation, le vol des gouvernements. Donc, malheureusement, je sais qu'il nous reste le temps imparti, il ne nous en reste pas beaucoup. Je vais juste rapidement expliquer le système monétaire, comment ça se passe, mais aussi parler un peu de l'usure pour revenir à l'inflation. C'est de toute façon le même principe entre guillemets. Il faut que ce que je veux, bon, l'historique, je vais en passer, parce que je vais m'en passer du moins. Dans le livre, encore une fois, il y a toute l'historique, en vrai, comment on appelle ça, de la monnaie. Il y a toute l'historique de l'inflation avec la République de Weimar, avec la guerre de sécession, après la guerre de sécession, tout ce qui s'est passé, avec les États-Unis à travers la crise des années 30, l'inflation qui est créée en 1929. Donc, pour revenir à aujourd'hui, moi, je vais commencer peut-être en 1971. 1971, lorsque Richard Nixon, l'ancien président des États-Unis, a en vrai, on est passé d'une économie qui se basait sur l'or à travers le dollar, à une économie d'une monnaie qui ne se basait sur rien du tout, c'est-à-dire l'argent ex nihilo, parce que en ces temps-là, on était dans la guerre de Vietnam et les États-Unis avaient besoin de faire de la planche à billets, et avec tout ce qui est or et autres, ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça, et donc Richard Nixon a déchiré le pacte qui a été signé avec les alliés à la création du Fonds monétaire international. Et donc du coup, on est passé d'un monde où, si j'ai le plan de l'aspect spirituel, d'un monde où c'était à 99% haram sur le plan monétaire, à un monde où maintenant c'est 100% haram. Parce qu'avec l'argent ex nihilo, c'est que on se base sur les matières premières. Et en se basant sur ces matières premières-là, nous avons l'action. Nous avons les actions du moins. Ce monde des actions-là, qui domine en vrai le monde. Et à travers aussi, aujourd'hui, le pétrodollar, qui s'est fait juste après 1971, après la crise, ce qu'on appelle le choc Volcker, qui avait été mis en place par Paul Volcker, ancien président de la Fed, ou bien de la Banque fédérale américaine. Et les taux d'intérêt étaient à 70%. Et ça a été des moments fatidiques, des moments difficiles pour l'économie. Donc, l'inflation, en vrai, d'abord, il faut que les gens sachent que la monnaie vient de tout. La banque vient, imprime, et ça vient de c'est ex nihilo, comme on dit, c'est ex nihilo, et la banque imprime, et au niveau de son ordinateur, l'écrit, comment on appelle ça, comment on appelle ça, vous qui m'interviewez, $10 000, donc j'écris $10 000, après, voilà, tu l'as dans ton compte, ainsi de suite, c'est ça que toi tu verras. Les transactions Et autres. Et donc, du coup, c'est à travers ça, et à travers
le taux d'intérêt qui représente l'usure. C'est une usure en fait. Le taux d'intérêt, d'habitude si on pose la question, le taux d'intérêt par rapport en tout cas aux croyants, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, c'est comme une fatalité. C'est comme une fatalité le taux d'intérêt, parce qu'encore une fois, c'est assimilable à l'usure. Et cette usure-là, en vrai, le taux d'intérêt n'est pas juste, c'est pas le taux d'intérêt qui représente l'usure, mais c'est comment le taux d'intérêt est mis en place qui représente l'usure. C'est-à-dire le temps qui est volé pour, en fait, parce que le banquier te dit, moi j'ai besoin d'une maison, je n'ai pas l'argent pour acheter cette maison. Au lieu du moins de, au lieu de, comment on appelle ça, au lieu d'épargner, je veux avoir maintenant coûte que coûte la maison. Et donc le banquier te dit, je peux te donner cette maison, en te taxant le temps. Donc, l'usure est un vol du temps. Ça veut dire qu'on travaille pour payer l'argent. Exactement. L'usure est un vol du temps. Et comme l'avait dit saint Thomas d'Aquin, c'est le commerce du temps. Et un exemple pour montrer ce qu'est l'usure, le taux d'intérêt, je l'aimais vraiment entrer dans les détails, mais je sais que le temps ne nous permet pas ça, mais même quand même au niveau du livre, c'est assez détaillé, très bien expliqué je trouve. J'aurais aimé donner quand même des exemples, mais je pense que comme je l'ai dit, le temps est imparti et on a d'autres sujets à parler et tout. Donc juste dire en gros, l'inflation. L'inflation n'est pas la hausse des prix. Pour que cela soit simple, l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix. C'est en fait une, entre guillemets, dévaluation de la monnaie. C'est une perte de confiance sur la monnaie. C'est ça qui est l'inflation. Comparé à ces économistes qui nous disent que l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et il faudra comprendre que dans l'inflation, il n'y a que le gouvernement qui gagne. S'il y a inflation, il y a la hausse des taux d'intérêt. Donc naturellement, c'est une taxe sur l'épargne. Il y a, après d'autres vont me dire qu'il y aura augmentation des salaires, même si c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un gap entre la hausse des prix et l'augmentation Le problème reste entier. des salaires, effectivement. Et aussi, comme je l'ai dit aussi tantôt, c'est en fait un vol sur l'épargne. C'est une taxe sur l'épargne. Et donc, du coup, ça permet aussi au gouvernement d'avoir en fait des titres. Je ne veux pas trop entrer dans les détails trop économiques. C'est pour cela que je prends mon temps, j'essaie de faire petit à petit les mots qui sont utilisés et autres. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, j'aurais aimé, en fait, comment on appelle ça, avoir un peu d'eau, si possible. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, on est en train de prendre beaucoup de temps pour discuter. On est en direct et donc on n'a presque même pas le temps de se désaltérer. Et donc on était justement au processus de création monétaire au vol des gouvernements et comme aujourd'hui
Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à William Easterly qui demandait si les pays pauvres étaient condamnés à rester en prenant en compte cette question de l'inflation? Moi, comme je disais, je reprends mon processus par rapport à l'inflation. Donc, en vrai, avec le dollar qui est la monnaie, en fait, qui est une arme à travers aussi l'inflation, le dollar qui est une arme, qui est totalement une arme contre malheureusement les peuples et tous les peuples. Si je prends l'exemple aujourd'hui de la guerre russo-ukrainienne, dont on avait parlé tout à l'heure, les gens ont, comme ça qu'avait dit Bruno Le Maire, le président de l'économie français, qui disait qu'il allait faire tomber, il allait mettre du moins à genoux l'économie russe. C'est le contraire qui s'est passé. En vrai, ils étaient dans la logique d'une arme monétaire parce qu'ils ont sorti la Russie du SWIFT et bon, ils ne savaient pas, malheureusement, bon, c'est à se dire que est-ce que les gens qui nous gouvernent sont compétents pour un peu emprunter les mots de Paul Peter avec le principe de Peter, c'est-à-dire comment on appelle ça, on promouvoit les gens, les personnes, comment on appelle ça, on promouvoit les personnes à leur niveau d'incompétence. Donc, c'est ça le principe de Peter. Et donc, du coup, par rapport à cette guerre, en fait, c'est l'aspect inflationniste, hein, il joue beaucoup. Donc, je pense que c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne l'inflation en tant que telle, ici en Afrique, c'est un peu compliqué parce qu'on importe de l'inflation. Malheureusement, on importe de l'inflation. Et le fait d'importer de l'inflation, en plus de l'inflation que le pays supporte, fait que on va vivre beaucoup plus difficile. Je pense que là, en ce moment, au Sénégal, tout le monde sait que, économiquement parlant, on est quand même dans une mauvaise passe, avec des dettes obligataires, ainsi de suite, qui ont été faits en début décembre et tout. Et donc, du coup, comment on appelle ça? Je pense que c'est un aspect extrêmement important, cette inflation. Donc, je pense que c'est ça par rapport à l'inflation, par rapport à l'usure. J'aurais aimé beaucoup plus en parler. Peut-être qu'on aura beaucoup plus de temps, beaucoup plus en discuter. Je n'ai même pas parlé des 5% de ce que je voulais dire. Mais quand même, encore une fois, procurez-vous le livre. Et je vous assure que vous n'aurez pas de, comment on appelle ça, vous n'aurez pas de, je pense que vous l'avez lu, donc vous n'aurez vraiment pas, vous ne serez pas surpris. Et comme ce que j'avais dit à une tierce personne l'autre fois, c'est-à-dire si vous arrivez à lire le livre et que dans chaque phrase vous n'y apprenez pas, vous m'appelez et je vous redonne votre argent. Donc appropriez-vous ce livre, appropriez-vous Google. Une fois que vous avez de l'éducation, votre vision du système, depuis tout à l'heure on en parle, votre vision du système éducatif, de l'impératif ou pas d'être transdisciplinaire. Est-ce que le système éducatif est un moyen de domination? Est-ce qu'il faut réformer le système éducatif, l'éducation en général? Bon, par rapport à l'éducation, je pense que tous ceux qui me savent que je suis contre cette éducation qui se passe là en ce moment dans le monde. C'est un système défaillant, c'est pas à réformer, c'est à déchirer et à mettre au niveau d'une poubelle. Parce que ça ne crée, comme je l'ai écrit sur
Donc je l'ai écrit en fait sur le thème, comme son titre l'indique, c'est une création de bipèdes décérébrés. Et c'est ce système éducatif-là qui crée aussi une industrialisation de l'outil. Et on est dans un système éducatif extrêmement, en fait, je dirais, un système éducatif qui est dommage, entre guillemets, parce que c'est un système qui confond penser et réfléchir à calculer et à analyser. Et donc, on leur fait croire que l'intelligence, c'est du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas du problem solving. L'intelligence, c'est l'énoncé du problème. C'est la remise en question. Et donc, ça amène énormément de problèmes. Si je prends l'exemple, en tout cas, dans le système de l'éducation, je pense au niveau du texte, au niveau du thème, j'ai beaucoup parlé sur en fait le processus, sur comment on va apprendre à désapprendre, parce que ça c'est vraiment le mot apprendre à désapprendre, et surtout un mot extrêmement important, ce que disait Richard Francis Butler, fait de ta pensée un empire. Et avec ce système, on n'arrive pas à faire de sa propre pensée un empire. On n'arrive pas à avoir une pensée en soi, mais une pensée de soi. Et je pense que ça, ce n'était pas l'objectif de l'école. Ce n'était pas l'objectif des universités. Et durant tout mon parcours, j'ai remarqué ça. Et surtout particulièrement dans mon passage à l'école polytechnique, parce que j'ai fait polytechnique aussi. Et c'est dommage en fait comment le système éducatif est défaillant, comment en fait on est incompétent dans les aspects de la vie, on n'est pas du tout compétent comparé en tout cas à ce qui était là il y a 30 ans ou 20 ans. À l'école Montessori, par exemple. Peut-être à l'école Montessori. Montessori, je demande aux gens de voir ce modèle-là, Montessori, qui est Maria Montessori, qui était une psychiatre, la première médecin en tout cas qui était considérée comme la première médecin en Italie. Et donc du coup, qui avait créé l'école qui s'appelle la Casa di Bambini, c'est-à-dire que la maison de l'enfant. La maison des enfants. Et donc, du coup, ça c'est un truc assez intéressant, l'aspect Montessori, mais aussi il y a l'aspect éducation. Il y a aussi l'aspect éducation côté l'islam, qui est extrêmement important, avec la loi des 7. Moi, je voulais développer, mais on sait tous le problème du temps. Malheureusement, on est dans deux parties qui me tenaient vraiment à cœur, que ce soit l'économie ou le système éducatif. Est-ce qu'on aura le temps de revenir sur ça? Non, on aura sûrement. Il faudra nous le dire en commentaire si vous souhaitez qu'il y ait un deuxième passage. Il y a encore beaucoup d'éléments. On n'a pas parlé de Nikola Tesla, on n'a pas parlé de mécanique quantique, on n'a pas parlé de mix énergétique, on n'a pas parlé encore de conscience environnementale dans l'islam. Et donc, si vous voulez encore, en tout cas, revoir notre invité sur une autre partie et dans d'autres domaines, proposez-nous vos questions et nous serons ravis de l'inviter à nouveau. Je pense qu'il sera ravi de revenir parce qu'on a une discussion assez intéressante. On l'invitera à nouveau pour en parler. Juste parler d'un point par rapport au mix énergétique et par rapport à tout ce qui est énergie, tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a un texte qui s'appelle L'illusion de l'énergie verte dans le livre, et ça montre l'aspect illusionniste des énergies vertes, comme le moulin en vent et les miroirs. Moi je les appelle le moulin en vent et les miroirs. Le moulin en vent, c'est l'énergie éolienne et les énergies, et du moins le solaire,
c'est les miroirs magiques. Et donc, du coup, pourtant, je suis un partisan des énergies renouvelables, mais comme la transition demande à chaque fois, on fait des transitions énergétiques parce que c'est l'industrie qui nous y oblige, parce que c'est les trusts qui nous y obligent, parce que c'est toujours un aspect capitaliste. Je ne suis pas contre le capitalisme, loin de là. Je suis pour le capital. Je suis pour le capital. Je pense que l'islam est pour le capital, mais pas en fait pour ce capitalisme. Donc, je pense que cet aspect-là est extrêmement important concernant les énergies renouvelables et aussi concernant les voitures électriques. Le Sénégal qui va s'apprêter à avoir un PRT, un bus rapide transit électrique avec le solaire et autres. Peut-être on aura encore, comme j'ai dit, peut-être le temps d'en parler. C'est dommage surtout ça, l'aspect des voitures électriques qu'on nous vend, alors que c'est des mensonges, alors que ça ne définit rien du tout. Et vous aurez encore une fois, comme je l'ai dit, le temps de le découvrir au niveau du livre. Inch'Allah, cette partie du Légion de l'énergie verte. Je pense que le temps, c'est parce que le temps imparti est maintenant dépassé. Et donc, du coup, comme vous l'avez dit, si dans les commentaires, les gens jugent nécessaire, en tout cas, de revenir et de beaucoup plus discuter sur ces deux aspects-là, surtout par rapport au système éducatif et par rapport à l'inflation. Merci. Donc, il vient de me donner son accord. Donc, la balle est dans votre camp. Nous allons parler en dernier lieu. Je ne sais pas si je dois dire que vous êtes entrepreneur ou si vous pratiquez l'entrepreneuriat. À cet aspect de votre vie au quotidien, l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat au Sénégal? La question des recherches, de la recherche et du développement, l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement d'un pays et peut-être aussi les limites dans le système où aujourd'hui les obstacles auxquels vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur dans un domaine plus ou moins, pas plus ou moins, relativement innovant, presque inexistant au Sénégal. Donc, quelle lecture vous en faites? Bon, déjà, donc je suis, bon, je représente une GIRU SARL comme... Bon, il ne voulait pas dire je suis associé, gérant, manager, tout ça. C'est des mots qu'il n'aime pas, donc il cherche le bon mot. Donc ouais, c'est ça. Donc je veux dire que je représente GIRU SARL, je suis GIRU SARL, GIRU qui veut dire arc-en-ciel à travers notre notre pluridisciplinarité. Et parce que voilà, nous sommes dans l'ingénierie de conception et je pense que nous sommes la première entreprise en recherche et développement, en tout cas sur tout ce qui est fabrication de machines et aussi allié avec aussi en même temps de la programmation et autres. Donc nous sommes une première et je pense que j'invite aussi toute personne qui regarde cette vidéo à aller consulter notre site, comment on appelle ça, nos réseaux sociaux et autres. Parce qu'on a besoin aussi de soutien de tout le monde, de la population, parce que sans l'industrialisation, une population ou bien un pays ne peut pas se développer. Donc, comme je disais tantôt, je suis aussi en même temps responsable du développement dans cette structure. Et en ce qui concerne en tout cas l'entrepreneuriat, ce que je peux dire au Sénégal, c'est que au Sénégal et partout, tant que l'entrepreneuriat n'est pas en fait au premier plan, le Sénégal ne se développera jamais. En tout cas, ça, c'est ma vision. On est toujours dans la culture de terminer ses études. Pareil. Comme on dit en Wolof, pareil. Wutal benn entreprise, la personne se glorifie d'être à Total, la personne se glorifie d'être à Aliburton,
la personne se glorifie d'être dans les sociétés étrangères parce que c'est plus simple, c'est plus facile. C'est ça le mot. Et malheureusement, c'est comme la politique en fait. Ceux qui sont maintenant dans l'entrepreneuriat, ce sont des gens qui ne sont pas adaptés à l'entrepreneuriat. Et malheureusement maintenant, avec cette politique-là de mondialisation, cette politique mondiale, à chaque fois tu entends parler de entrepreneuriat, donc tout le monde parle d'entrepreneuriat, comme si ça n'existait pas depuis longtemps. Alors que normalement même, les musulmans devaient être des premiers entrepreneurs, parce que même le prophète était un entrepreneur. Donc du coup, et même était un entrepreneur jeune. Mais malheureusement ici, dans la structure de notre société, les jeunes ne sont pas voués à l'entrepreneuriat. Celui peut-être ou celle-même qui va entreprendre dans l'entrepreneuriat est contraint à des difficultés énormes, autant sur le plan familial, autant sur le plan externe. Parce que il a toujours une vision, on a toujours une vision sur lui qu'il est soit en train de jouer, mais soit il est en train de perdre son temps. Alors je pense que la patience est extrêmement importante dans l'entrepreneuriat. Et par rapport à l'entrepreneuriat, parce qu'il concerne le Sénégal, il n'y a qu'un seul aspect. Il y a deux aspects du moins. Il y a l'aspect éducatif, qui n'est pas du tout adapté. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect familial. L'aspect familial. Les familles ne sont pas encore immunisées par l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, je pense que si l'État veut d'abord gérer ce problème-là, il faut d'abord changer la mentalité. Cette mentalité encore des vieux dinosaures, je le dis encore une fois, tu vois, cette mentalité qui pousse les gens à aller vers une servitude volontaire, comme l'avait dit Alain Accardo, tu vois. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est un aspect extrêmement important, j'y insiste, c'est-à-dire que ces deux aspects-là, l'aspect éducatif et l'aspect familial. Ces deux aspects, en fait, contraignent le Sénégal à se développer. Ça, c'est de l'entrepreneuriat aussi sénégalais. Et il y a énormément de concours qui sont organisés, énormément de bootcamp, énormément, je ne sais pas de quoi. D'hackathons, je ne sais pas de quoi. Qui ne sont que des mensonges. Qui ne reflètent pas. Depuis quand est-ce qu'on a vu ici une entreprise en vrai émerger de l'entrepreneuriat? Je suis désolé, mais presque il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et pourquoi? Parce que l'argent qui est utilisé va au bas. Et on ne se pose jamais cette question. Donc la problématique de la volonté politique ou de la mise en place, de la mise en œuvre de certaines politiques publiques pose problème dans l'entrepreneuriat. Ouais, ça pose problème, même si je juge que l'État sénégalais fait des efforts, sincèrement. L'État sénégalais fait des efforts, mais c'est les Sénégalais aussi qui doivent savoir qu'ils composent aussi l'État. Et que s'ils composent l'État, ils doivent faciliter aussi la vie à l'État. Et faciliter la vie à l'État, c'est quoi? C'est de croire au pays. C'est de croire en ce pays. C'est de croire que dans ce pays, on peut naître, se développer et être bien, pas riche. Parce que le Sénégalais a tendance à vouloir être riche. Et ça, tout le monde ne peut pas l'être. Donc ça amène d'autres problématiques qui ne sont pas, peut-être je dirais d'ordre générationnel, mais qui sont beaucoup plus parce que les gens sont beaucoup plus dans comment je vais appeler ça? On devait être dans le besoin, mais on n'est plus dans le besoin, on est dans le ressenti. C'est-à-dire que, et c'est un aspect extrêmement dommage, encore une fois, je le dis, très très dommage, ce qui se passe en ce moment. Et tant que ces mentalités-là, encore une fois, tant que cette mentalité ne change pas, surtout encore une fois, je le dis, tant que cette mentalité de ces vieux dinosaures ne change pas, tant que ces mentalités ne changent pas au sein de nos familles, nous continuons toujours dans ce sous-développement-là. Et ça, c'est sûr et certain. Encore une fois, je le dis, l'être humain doit être libre. S'il n'est pas libre, on le verra sur le long terme. C'est ce que Marc Lux disait. Nous devons entrer, même s'il a pris
Chardin, Théâtre de Il Chardin. n'a plus de Théâtre de Chardin, Pierre Théâtre de Chardin. Il n'a plus de Pierre Théâtre lorsqu'il a parlé de nosphère. Et donc je pense qu'on doit tous être dans ce qu'on appelle la non-sphère. Et j'exhorte les gens à aller rechercher la non-sphère. Mais pour résumer, en gros, l'entrepreneuriat au Sénégal est très compliqué. Les gens ne sont pas honnêtes dans ce pays. Les gens ne croient pas en ce pays. Parce que pour vendre quelque chose, il faut que tu dises que ça vient des États-Unis, ça vient de la France, ça vient de ça. Le même complexe dont on parlait tout à l'heure. Le complexe dont on parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, j'en ai beaucoup d'exemples par rapport à ça, par rapport à l'inconnu. Et le Sénégalais a aussi autre chose, on a une problématique. C'est quoi? C'est en fait, on est très, encore une fois, égoïste. On est très égoïste. Et cet égoïsme-là fait de telle sorte que, même lorsque vous êtes en train de bâtir quelque chose, au lieu que les gens je vais pas dire se sacrifient, parce que quoi qu'il en soit, les gens vont gagner après. Au lieu que les gens s'y abonnent, s'y donnent à fond. Mais chacun va essayer de penser qu'il est plus intelligent que l'autre. Chacun va essayer de se dire, Mohamed Sy va se concentrer en vrai sur ça. Donc ça va se passer. Moi je vais régler mes problèmes. Je vais aller chercher entre guillemets de l'argent. Alors que l'objectif, on sait tous que c'est que dans l'entrepreneuriat, tu peux être milliardaire en tout cas pour ceux qui le veulent. C'est pas mon cas. Et donc ça aussi c'est un aspect extrêmement important. Le fait qu'on soit pas des gens soudés entre nous. Le fait que aussi, encore une fois, je me dis, le fait que malheureusement, il y a cette problématique, encore une fois, par rapport à l'éducation et par rapport à l'aspect familial. C'est extrêmement important. J'ai la chance de ne pas avoir ces deux problèmes-là. Mais de ce que j'ai vu, de l'expérience que j'ai eue, ce sont ces deux aspects-là qui freinent, qui gangrènent en fait l'entrepreneuriat au Sénégal. Mais aussi en même temps, c'est ce système purement libéraliste qui est transféré au niveau de cet entre guillemets entrepreneuriat-là. Et tous les événements qui sont organisés entre guillemets pour les entrepreneurs, en vrai, ne sont pas des événements pour les entrepreneurs. Si vous regardez les calendriers, l'entrepreneur est juste programmé pour 30 minutes. 30 minutes alors que tu as appelé pour l'entrepreneuriat. Donc ça n'a pas de sens. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de mentir à notre entourage. Et j'espère en tout cas que les parents qui nous suivent laisseront leurs enfants vivre le rêve. Parce que c'est ça notre différence avec les États-Unis, avec les autres pays qui se sont développés. Là, tu pars en Singapour, je pense que ceux qui connaissent Singapour savent bien ce que je dis. Tu vas à Singapour, à 16 ans, tu vas une personne qui te dit que oui, je suis ingénieur, qui pense à entreprendre, à donner quoi que ce soit. Et il y a énormément de produits qui viennent de là-bas. Et les meilleurs mathématiciens se trouvent au Singapour. Donc, je pense que j'exhorte encore les parents à lire le livre. J'exhorte les parents à lire le livre et à se rendre compte des problématiques qu'ils mettent. Même si je sais que le parent a toujours une vision positive pour son enfant. Mais tu peux avoir une vision positive pour ton enfant qui n'est pas adaptée à lui. Et donc, du coup, moi je pense qu'il faudrait que ces parents lisent ce livre, particulièrement la partie système éducatif, pour permettre qu'ils puissent comprendre l'aspect, mais qu'ils puissent comprendre son enfant à travers ce qui est développé ici, pour qu'ils sachent que l'éducation d'avant n'est plus l'éducation d'aujourd'hui. Mohamed Sy, merci. Merci Merci à vous. de nous avoir accordé de votre temps.
Merci pour vos réponses. Nous rappelons que nous sommes dans Buzz Tour et que l'objectif, le slogan, c'est Wesso Asaman. Donc aller au-delà des cieux. Sky is not a limit. Sky is not a limit. Voilà. Quel dernier mot vous avez à donner à nos auditeurs, à nos spectateurs en guise de cadeau? Moi, je parlerai plutôt aux nouvelles générations. Ne vous laissez pas dominer par quelconque type de mode de pensée. Faites toujours ce que votre cœur vous dit. Encore une fois, je répète ce qu'a dit Richard Schulz-Bourgeon. Faites de votre pensée un empire. On va se quitter sur ces mots, faire de sa pensée un empire. Nous le remercions et nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, cet épisode, et vous exhortons, si vous avez envie qu'il nous revienne, de nous le faire savoir pour qu'on puisse discuter encore un peu plus en détail de certains sujets. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.